Alors bonjour et bonsoir là où vous êtes dans le monde et bienvenue. Merci beaucoup de votre confiance. Vous êtes nombreux, vraiment nombreux à cette conférence, autant en différé. Vous êtes nombreux à vous être inscrits et ça me touche profondément que le thème qui est avons-nous besoin d'une permission pour s'aimer touche autant de gens. Donc, c'est une bénédiction, vraiment. Et j'ai envie de partager avec vous, avant d'entrer vraiment dans le thème, comment m'est venu ce thème de conférence. Vous savez, je suis quelqu'un qui vit beaucoup la contemplation dans ma vie. J'aime prendre le temps de contempler ce qui est devant moi. Donc, à Paris, c'est un mur que j'ai devant moi. Il est vraiment beau, ce mur. Et quand je suis en République dominicaine, là où je suis, bien, sur la plage, quand je m'étends, ben, je contemple le ciel et les nuages. Et je savais que je voulais donner une conférence gratuite et je cherchais le thème. Et soudainement, en regardant un nuage, parce que j'adore contempler les nuages, le thème m'est venu par le symbole que moi j'ai perçu de ce nuage. Alors voilà, c'est là où nous sommes tous réunis autour de ce thème. Et la question, c'est, avons-nous besoin d'une permission pour nous aimer? Et il y a plusieurs réponses. Alors moi, je pourrais vous dire, oui, nous avons besoin d'une permission pour nous aimer, nous avons besoin de notre permission pour nous aimer. Nous avons besoin de nous reconnaître, de nous dire, oui, j'ai la permission de m'aimer. Ça va pas détruire la vie de quelqu'un d'autre, ça va pas menacer quelqu'un d'autre, je vais pas perdre l'amour des autres. Je me donne la permission de m'aimer. Et dans un chemin d'individuation où petit à petit, nous enlevons les pelures de l'oignon, nous enlevons les couches de conditionnement, de croyances qui ont entravé notre élan vital, notre créativité, notre réalisation, bien, nous rencontrons certainement une étape où, dans une forme d'assise intérieure, je me donne la permission de m'aimer. Je me donne la permission. C'est énorme, ça a l'air juste des petits mots, mais souvenez-vous quand vous étiez enfant et que vous aviez la permission ou non d'aller dormir chez votre copain ou votre copine, vous aviez la permission ou non de vous acheter de la glace ou de la crème glacée, comme on dit au Québec, ou vous aviez ou non la permission de, de regarder un film plus tard que d'habitude, et ainsi de suite. Alors, quand nos parents nous donnaient la permission, enfin, ça dépend. Si vous étiez un enfant obéissant ou désobéissant, c'est pas la même réaction à l'intérieur de soi. Moi, j'étais obéissante. Je ne sais pas si vous avez été un enfant obéissant pendant une période de temps, puis désobéissant dans une autre période de temps. Étiez-vous un bon garçon, une bonne fille, ou étiez-vous un mauvais garçon, une mauvaise fille? Ou vous vous êtes promené peut-être entre les deux. Mais quand on est obéissant, eh bien, on vit selon les permissions de nos parents. On vit selon ce qui nous est permis de faire et ce qui nous est pas permis de faire. Ça ne règle pas le problème intérieur que quand on est à accueillir la permission du parent qui dit oui ou non, peut-être, je vais réfléchir, si tu es une bonne fille, c'est un bon garçon. En dedans, il y a une petite guerre qui se vit parce que ça bouillonne, parce qu'une partie de vous n'a pas envie du tout d'être raisonnable, une partie de vous n'a pas envie
de dire oui, papa, maman, je te dois obéissance, ou peu importe les gens d'autorité à qui on doit obéissance. Donc, quand on est obéissant, la guerre, elle est à l'intérieur. Et ça, c'est important de le reconnaître. Et quand on est désobéissant, j'en parlais avec un de mes amis ce matin, que lui, il me disait, moi, j'ai été désobéissante toute ma vie. Et je lui ai dit, ça t'a pris beaucoup d'énergie. Il dit, tu peux pas t'imaginer l'énergie que ça m'a pris pour être contre. Et même quand j'avais pas la permission, je désobéissais à la contre-permission. Quand j'avais la permission, je désobéissais aussi et désobéissais tout le temps. Mais être désobéissant, c'est une guerre vers l'extérieur. Et être obéissant, c'est une guerre vers l'intérieur. Je parle d'obéissance parce que selon la religion dans laquelle vous avez été élevé, eh bien, croyez-moi que nous avons reçu une éducation, une information, des systèmes de croyances qui nous demandaient d'obéir à nos parents. Et nos parents utilisaient ça aussi pour nous passer leur système de valeurs. Parce que eux nous donnaient la permission selon une échelle intérieure de valeurs dans l'éducation de leurs enfants, dans le groupe d'enfants. Certains étaient privilégiés dans la fratrie, d'autres étaient moins privilégiés. Vous ne pouvez pas imaginer tout le jeu de manipulation autour de je te donne la permission, je te donne pas la permission. Par contre, est-ce que avons-nous déjà reçu la permission de nous aimer, permission qui venait de l'extérieur? Alors ça, là, nous touchons à une autre dimension parce que je vous repose la question, avons-nous besoin d'une permission pour s'aimer? Et si vous êtes dans un chemin d'individuation, dans la conscience que vous portez maintenant, vous allez me dire, ben non, j'ai pas besoin de la permission pour m'aimer. J'ai pas besoin de permission pour m'aimer. Mais moi, je m'adresse à votre inconscient. Parce que dans cette rencontre aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus en profondeur pour contempler, est-ce qu'il vous reste encore des bons vieux besoins, excusez-moi, de permission pour vous aimer qui seraient cachés dans la poussière d'une cave ou d'un grenier de votre inconscient. Et c'est vraiment ça le but de la rencontre, pour qu'on puisse épurer, purifier, dégager que oui, nous avons le droit de nous aimer et cessons d'attendre la permission des autres pour nous aimer. Donnons-nous cette permission. Alors, quand, dans notre enfance, nous sommes bâtis, nous nous sommes formatés sous le regard de l'autre, des autres. Mais ce regard, c'est un regard soit approbateur ou désapprobateur. Alors, même si je désobéis à quelque chose. Même si j'obéis à quelque chose. Alors, ça, ce sont dans je dirais, des expressions très, très fermes, oui, non, mais attention, quand le regard est là, quand le langage corporel du corps est là dans la relation avec les parents ou les éducateurs, la permission, le regard de c'est permis, c'est pas permis, vient vraiment à travers un langage qui est pas nécessairement verbal
il n'est pas nécessairement conscient, mais c'est de l'inconscient familial à l'inconscient personnel, de l'inconscient transgénérationnel à l'inconscient familial, à l'inconscient personnel, où sont transmis un système, où est transmis un système de valeurs qui va avec c'est permis, c'est pas permis, c'est défendu, c'est permis. Alors, malgré nous nous sommes bâtis avec le regard de l'autre, qu'il soit approbateur, qu'il soit désapprobateur. Mais même dans ce regard approbateur, je peux recevoir un regard de reconnaissance envers moi en tant qu'enfant si j'obéis aux règles de la famille. Donc, même ce regard approbateur n'était pas une permission de nous aimer. C'était, oui, tu as la permission d'exister en tant qu'enfant dans un système de valeurs qui t'est imposé par ta famille, bien sûr, famille dont nous avons été très dépendants, même si nous étions rebelles, car dans la rébellion, il y a une dépendance très forte à l'autre. Parce qu'à quelque part, dans notre identité d'enfant, nous avions besoin d'être aimés. L'enfant ne peut pas exister, peut même pas vivre physiquement s'il ne reçoit pas une dose d'amour. Alors, des fois, cet amour est de la maltraitance, mais pour l'enfant, dans sa tête, dans son équation logique, et même dans sa perception de son monde intérieur et extérieur, la violence peut égaler l'amour que je reçois. Parce que dans la violence, mon père, ma mère s'occupent de moi. Ben oui, il y a un temps qui m'est consacré. Alors, cette approbation, elle est à quelque part très vicieuse, très, je dirais, borderline, très à la frontière de si tu es ainsi, je t'aime, si tu n'es pas ainsi, ben là, tu n'as pas mon amour. Donc, imaginez que vous et moi, nous sommes construits dans soit une famille très rigide qui nous dictait comme des petits soldats à la militaire, oui, non, puis il n'y avait même pas de peut-être, c'était oui ou non. Ou nous avons été élevés par une famille plus souple, où on pouvait nous donner la permission, on pouvait nous la retirer aussi en termes de punition. Et il y avait comme une forme de danse entre oui, peut-être, à la condition que tu manges tout ton repas, que tu pourras. Non. Donc, il y avait du conditionnel beaucoup, mais ce n'était pas à la militaire. Famille, qu'on pourrait dire, vraiment conditionnelle, conditionnée aussi. Et il se peut que nous ayons été élevés par une famille éclatée, trop permissif, pas assez de règles, pas assez de cadres pour l'enfant qui a appris qu'il pouvait faire n'importe quoi et il n'y avait pas de retour des parents qui sont là pour créer une forme de cadre dans la construction de la personnalité de l'enfant. Alors, je vous pose cette question et je vous demande pendant quelques secondes de vous recentrer sur votre histoire, ce que vous connaissez de votre histoire, je dirais personnelle, familiale, votre histoire dans la fratrie aussi. Est-ce que vous étiez dans une famille rigide
Est-ce que vous étiez dans une famille où la punition était là, la permission était là, ou est-ce que vous étiez dans une famille éclatée où tout est permis, mais il n'y a pas de oui, non, tout est ouvert. Fais ce que tu veux. Donc, l'enfant est laissé à lui-même sans figure d'identité parentale qui, quand même, montre un chemin. Ça, le type de famille dans lequel vous avez été élevé va influencer beaucoup votre relation avec vous-même et votre relation avec les autres. Alors, nous avons été construits, nous nous sommes construits à travers le regard de l'autre. Le regard, quand je dis de l'autre, c'est pas juste des parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être la fratrie, hein, frère, sœur, grand frère, petite sœur, grand, peu importe. Mais ce regard extérieur était-il permissif de nous aimer ou est-ce que ce regard extérieur donnait la permission que nous aimions l'autre? Alors, c'est important de reconnaître que vos parents ou votre système familial, chacun avait leurs blessures. Alors, jusqu'à quel point vos parents étaient conscients de leurs blessures, jusqu'à quel point ils répétaient sur vous leurs blessures, jusqu'à quel point tout le système familial était dans une répétition transgénérationnelle de blessures. Ça, vous seul pouvez répondre à ça, mais sachez que vos parents avaient leurs blessures et vous aviez aussi la vôtre, qui souvent était quasi identique à celle des parents, parce qu'elle vous fut transmise. Quand je parle de blessures, je parle des blessures fondamentales que vous connaissez, l'abandon, le rejet, la non-reconnaissance, la maltraitance, l'humiliation, la trahison, l'injustice, il se peut que j'en oublie. Alors, ces blessures, les parents ont tenté de nous formater en nous donnant des permissions ou des non-permissions qui correspondaient à leur système de valeurs, leurs lois. Et quelquefois, ces lois pouvaient changer grandement. Ces systèmes de valeurs étaient transformés parce que les parents se séparent et là, vous avez soudainement quelqu'un d'autre qui devient votre parent et oh, le bouleversement total, vous n'existez plus selon les mêmes lois. Donc, à travers ce regard, ces permissions, on vous a donné le droit d'aimer l'autre. D'aimer l'autre. Comment vous avez aimé l'autre? Bien, si on me dit oui, ben là, mon Dieu, que maman et papa sont gentils. Ils m'ont dit oui. Et ça me fait plaisir, hein, je peux sortir avec mes amis. Ils m'ont dit non. Ah ben là, ils sont moins gentils, hein. Puis je leur en veux, puis j'ai de la colère. Donc, imaginez que nous avons été formatés sur ce genre d'amour, je dirais même haine, par rapport à nos parents. Ah, j'ai eu des bons parents. Ah, j'ai eu des mauvais parents. Ah, j'avais des fois des bons et des mauvais parents. Et ça construit notre système intérieur. C'est ce qui nous a construit. Maintenant, où en sommes-nous? Alors, dans la permission de nous aimer, ben, j'aimerais introduire que quand on était jeune, nous étions des objets d'amour. Et c'est pas que je juge les parents quand je dis ça, ou que je juge le système familial. C'est dans l'amour conditionné et conditionnel
la personne que j'aime conditionnellement est un objet d'amour. Un objet que je peux contrôler. Je peux m'organiser pour que cet objet d'amour m'aime en étant gentil, en faisant tout ce que, en vivant cette dimension de conditionnel. Et l'objet d'amour, c'est quelque chose qui sert l'autre, mais pas la personne qui est considérée comme un objet d'amour. On parle d'objet d'amour dans l'amour conditionnel et l'amour conditionné. Je t'aime si tu fais ça. Alors, cet objet d'amour, si moi, pendant 25 ans, j'ai été un objet d'amour pour les gens autour de moi parce que j'ai répété le modèle d'être un objet d'amour, bien, je vais avoir cette relation avec moi-même aussi. Je vais me dire, je t'aime si tu obtiens ton diplôme universitaire. Je t'aime, donc moi à moi-même, je t'aime si tu épouses tel genre de personne. Je ne t'aime pas si tu réagis ainsi face à l'autre. Donc, l'objet d'amour, on peut le tourner vers nous. Et c'est là où c'est catastrophique. Parce qu'au lieu d'être un sujet d'amour, nous agissons envers nous-mêmes dans être un objet d'amour. Alors, ai-je besoin d'une permission pour m'aimer? Ben, je peux répondre, oui. C'est moi qui me donne la permission. Et je peux ajouter, à condition que je sois parfaite. Alors, imaginez la relation amoureuse avec vous-même. Hein? Non, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes dans du conditionnel. Donc, ma prochaine question à vous, et je vous demande vraiment de prendre le temps de respirer et d'écouter la réponse à l'intérieur de vous. Suis-je toujours un objet d'amour? J'espère que vous saisissez le mot objet. Hein? Un objet, c'est quelque chose que je traite. J'en ai besoin, ben là, voilà, je prends ça, mon objet d'amour en ce moment. Hein? Ça me fait du bien, ça me ventile. J'en ai plus besoin, ben je le remets là. Voilà, terminé. C'est ce qu'on appelle un objet. Un objet, j'ai soif, je bois. Je n'ai plus soif, je renvoie le verre d'eau sur la table. Donc, l'objet d'amour répond à j'ai besoin, ok, j'ai plus besoin, terminé. Alors, avez-vous été un objet d'amour? Êtes-vous toujours un objet d'amour? Donc, prenez le temps de répondre à cette question si c'est possible. Objet d'amour pour les autres, objet d'amour envers vous-même. Je pourrais vous poser la question différemment. Est-ce que vous vous aimez avec condition ou est-ce que vous vous aimez inconditionnellement? Et je pourrais continuer une autre question. Avez-vous besoin d'une permission pour vous aimer? Alors, je poursuis. Dans la construction de notre personnalité amoureuse, c'est sûr que s'entourer de gens bienveillants, ça fait du bien. M'entourer de gens toxiques, ça me fait du mal. Si je m'entoure de gens bienveillants,
leur bienveillance me pénètre et leur bienveillance me donne une permission pour m'aimer. Alors, bien sûr que ça ne va pas être dit, bien voilà, Françoise, je te donne la permission de t'aimer. Non. Mais la bienveillance qui m'entoure rentre dans mes cellules et dans cette bienveillance, je me détends. J'ai pas besoin de me battre. Je suis dans un lâcher-prise. Il se peut, hein? Et quelque chose en moi s'ouvre, mon cœur, entre autres, s'ouvre, mon corps s'ouvre, ma conscience s'ouvre et c'est presque inconscient, semi-conscient. Ah, soudainement, ben oui, je pourrais m'aimer finalement, parce qu'en présence de la bienveillance, je deviens une personne meilleure. C'est-à-dire que je permets à mes qualités d'être d'émaner. J'ai pas besoin de me défendre. J'ai pas besoin de me protéger. Aussi, mes bons vieux réflexes viennent, je les reconnais, puis je me calme, je respire et en présence d'une bienveillance extérieure, eh bien, soudainement, cet amour me donne la permission de m'aimer. C'est contagieux, c'est contagieux. L'amour est contagieux. Ah, j'ai la permission de m'aimer. J'ai pas besoin de la permission. Mais soudainement, j'ai plus besoin du regard approbateur pour que mes actions soient reconnues. Et ce regard approbateur, croyez-moi, il peut nous poursuivre longtemps dans notre vie, mais vraiment longtemps. Et qu'inconsciemment, vous donnez de l'amour, hein, vous agissez avec bonté, avec grâce face à vous. Par contre, vous avez le réflexe de regarder. Est-ce que ça va être accepté de mon univers, de mes amis, de ma famille proche, ou même accepté de ma famille ancienne? Là, le regard, il commence la permission commence à être exigeante. Hein. C'est intéressant que vous observiez, avez-vous encore le réflexe de vérifier autour de vous si on vous permet d'être bien avec vous-même, si on vous permet les décisions qui sont en accord avec l'amour de vous-même, ou si vous êtes entouré de gens que dès que vous faites un pas vers vous-même, ben on vous critique, on vous juge. Avez-vous encore peur de la critique, du jugement, dans vous donner de la bienveillance, vous donner de l'amour, devenir, être un sujet d'amour et non point l'objet d'amour. C'est là où c'est très, comme le disait un de mes amis encore ce matin, il me disait, c'est vraiment subtil de s'écouter, c'est-à-dire d'être dans la conscience de je m'aime,
je m'accueille, je prends les décisions qui me correspondent et est-ce que je surveille encore si j'ai un bâton au-dessus de ma tête ou la punition va m'attendre. On peut même jouer cette punition avec Dieu. Hein? On peut dire, ben, j'attends de Dieu la permission de m'aimer. Ce besoin de permission vient toujours face à une figure d'autorité à qui je concède le droit, inconsciemment, semi-consciemment ou consciemment, de me juger, d'avoir pouvoir sur moi, de me dire ce qui est bien, ce qui est mal, quand dans la profondeur de mon être, il y a en moi une partie intacte, une partie qui sait SAIT et qui peut très, très bien me guider dans agir l'amour pour moi, agir la bienveillance. Et ça, c'est dans le quotidien. C'est pas une fois par année que je vais m'aimer. Non, c'est dans le quotidien où je contemple mes actes, mes gestes. Et est-ce que mes gestes sont dans une résilience avec moi-même? Est-ce que mes gestes sont dans une union? Est-ce que mes gestes font que j'ai pas à me battre, que j'ai juste à être? Alors, si vous prenez conscience que vous avez de la difficulté à prendre des décisions, que vous vivez des frustrations, vous vivez une non-fluidité, vous êtes comme en bataille. Là, c'est important d'aller contempler à l'intérieur de vous que il se peut que vous soyez encore en train d'attendre une permission pour vous aimer, pour exister. Il se peut que vous soyez encore dans l'expérience d'être un objet d'amour et non pas le sujet d'amour. Je vous laisse contempler cela et prenez quand même le temps de respirer en écoutant cette rencontre parce que, je le répète, il y a des dimensions de votre inconscient qui peuvent se mettre en réaction par rapport à ce thème. Alors, qu'est-ce que c'est que cette résilience envers soi-même? On parle beaucoup, Boris Cyrulnik nomme que un enfant qui n'aurait pas pu vivre la résilience quand il était jeune peut devenir un monstre de non-amour, un monstre d'agressivité, un monstre de non-respect, de non-émotion. Donc, Boris Cyrulnik dit l'importance pour l'enfant de survivre dans un milieu qui n'est pas nécessairement accompagnant de l'enfant, de se relier à quelque chose à l'extérieur de lui. Et ce lien vraiment, donc, qui va rejoindre l'hormone l'oxytocine à l'intérieur de nous, ce lien donne à l'enfant de l'amour. Ce lien donne à l'enfant le courage de vivre dans un milieu qui lui correspond pas trop et qui est difficile à cause de la dysfonction de son système. Donc, la résilience, c'est notre capacité que nous avons, même tout jeune, hein, et surtout tout jeune, mais encore adulte, de nous relier à quelque chose qui nous donne un sens
à notre vie. Alors, quelquefois pour un enfant, et ça vous le savez, si vous avez lu moindrement Boris Cyrulnik ou écouté ses conférences, l'enfant va se résilier avec un animal. L'enfant peut être en résilience avec un lieu. L'enfant peut être en résilience avec la mère de son petit ami. Tout simplement, un lien qui lui donne vraiment le droit, le sens d'exister. Alors, avec la résilience, ce qui est un peu difficile, c'est quelquefois notre objet de résilience, nous le perdons. Bon, si j'étais en résilience avec un chien et le chien meurt, l'enfant peut tomber vraiment dans une dépression. Surtout si ce chien lui donnait une raison de vivre. Alors, c'est la même chose. Moi, je peux être en résilience avec quelqu'un, mais si cette personne meurt, wow, c'est difficile. La résilience, c'est comme si je jette un encre à quelque part, sur quelqu'un, un objet, un lieu, et je m'accroche à ce lieu, à cet objet, à cette personne, et ça me donne un sens à ma vie. Vraiment, ça me donne un sens. Donc, la résilience, c'est très important, c'est magnifique. Mais ce qui est encore plus je dirais, autonome, c'est que nous sommes dans l'auto-résilience. Que justement, j'enlève les conditions, je me donne la permission de m'aimer. Sans condition, je me donne la permission de m'aimer. La résilience, l'auto-résilience, c'est que mon objet de résilience, c'est moi-même. Et par le fait même, je deviens le sujet de ma résilience, le sujet de mon amour. C'est sûr que tout ce qui m'entoure peut faciliter ce lien avec moi-même. Comme ce qui m'entoure peut l'entraver, ce lien d'amour avec moi-même. Mais dans ce lien d'amour avec moi-même, j'ai toujours le choix de dire non aux relations toxiques et oui à la bienveillance. Parce que cette bienveillance nourrit ma bienveillance et ma bienveillance nourrit la bienveillance extérieure. C'est un système qui respire avec l'univers. Alors, est-ce que j'ai besoin de la permission de quelqu'un pour m'aimer? Il se peut que encore vous ayez besoin que inconsciemment ou semi-consciemment, vous vous surveillez. Vous surveillez si les autres vous aiment. Et si les autres vous aiment, que c'est bon, hein? Ça, vous respirez. Et si les autres ne vous aiment pas, vous bloquez votre respiration. Là, vous êtes encore en manque d'amour avec vous-même. Donc, si vous en prenez conscience, attention au jugement sur soi et de dire, je pensais que dans mon chemin d'individuation, je m'étais dépouillée du regard des autres pour me reconnaître. Alors, est-ce qu'il y a encore des séquelles de votre enfance? Avez-vous encore besoin de permission pour vous aimer? Il se peut que oui, il se peut que non. Mais prenez le temps d'épurer votre cœur, votre être, votre corps, toute votre conscience dans cette relation d'amour avec vous-même. Alors, il reste 15 minutes à notre rencontre approximativement et comme vous êtes très, très, très nombreux, je vais... bien, c'est un peu délicat d'ouvrir pour des questions. En même temps, j'aimerais saluer Ahmed qui m'accompagne dans la plateforme. Bonjour. Bonjour Ahmed, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous, enfin, nous on se tutoie là, c'est pour ça que j'arrive pas au vous. Est-ce que
Est-ce qu'il y a des questions qui sont rentrées? Parce Alors, que pas j'ai de oublié de questions. Je ne nommer. vois pas de questions sur la liste OK, de nos questions pour le moment. parfait. OK. Donc, est-ce que je permets d'ouvrir à des questions ou non? Si vraiment vous avez besoin, vous avez une urgence, ben, allez dans la section questions et posez votre question. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, moi, pendant ce temps, je vais quand même regarder mes notes et contempler si j'ai vraiment tout nommé, ce que j'avais besoin de nommer avec vous en votre présence sur avons-nous besoin de la permission? Avons-nous besoin d'une permission pour nous aimer? Oui, alors nous commençons à avoir quelques questions. Très bien, je vais juste ouvrir la... OK, parfait. Alors, euh, question, question de Valérie qui nous demande, la psychologie finalement repose sur un biais cognitif de l'ancienne génération, permission, sanction. Il y a plein de gens qui ont eu une éducation responsabilisante et respectueuse de la majorité, pardon, de la maturité de l'enfant. Il y a des enfants très éveillés qui se donnent des cadres seuls et prennent des initiatives. C'est plutôt une, voilà, Oui, une un affirmation qu'une partage. question. Mais c'est sûr, oui, oui. Maintenant, de plus en plus, il y a des enfants qui deviennent très autonomes euh, rapidement et qui semblent avoir moins besoin du regard des parents, que ce soit un regard bienveillant. Habituellement, ces enfants ont des regards bienveillants autour de vous et que les parents créent un cadre structurel qui permet que l'enfant euh, se reconnaît et grandit par lui-même, à travers lui. Mais bien sûr, l'enfant a vraiment besoin des parents pour la construction de sa personnalité, mais pas des parents qui sont jugeants ou pénétrants ou possessifs ou quoi que ce soit, mais des parents qui enveloppent le cadre et qui enveloppent et qui permettent à ce que l'enfant s'épanouisse et se découvre lui-même. Non pas à travers ce qui est permis, pas permis, les punitions, mais bien à travers lui-même explorer la vie, explorer l'amour, explorer aussi les difficultés, les frustrations. Donc, je suis bien en accord avec vous, Valérie, sur ça. Merci. Ahmed? Oui, Oh, très bien. bon. Alors, je ne sais pas si nous avons le temps pour une question cette fois-ci plutôt qu'un partage. Oui. Donc, question de Hills qui nous demande comment faire quand on se rend compte qu'on est encore dans le regard de l'autre pour s'aimer. Oui. Alors, euh, si vous vous rendez compte que vous êtes dans le regard de l'autre pour vous aimer, c'est important de vous nommer intérieurement que vous allez quitter ce regard. C'est une action de quitter le regard de l'autre. C'est pas juste quitter l'autre, non. C'est pas nécessairement physique, mais c'est de se solidifier intérieurement dans l'amour de soi, dans la reconnaissance de soi, dans l'estime de soi. Donc, de bien reconnaître vos actions à chaque jour, de vous remercier dans ce que vous avez accompli, vécu, de vivre votre propre auto-analyse, non pas mentale, mais bien au niveau de votre perception, de votre ressenti, où vous aidez à vous solidifier dans la structure intérieure de l'amour de soi, l'estime de soi.
Et que plus vous vous solidifiez dans l'estime de vous-même, moins la critique ou le regard de l'autre va devenir important. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber dans l'indifférence, parce que ça n'existe pas. Vous allez comme respecter que l'autre n'est pas content ou vous juge. Ben voilà, c'est ça, c'est sa réalité. Et la mienne, c'est je me reconnais et je me dis oui. Je m'accompagne et tous les jours, je vérifie mon accompagnement, je le célèbre, je rends grâce à comment je m'accompagne. Ça, c'est une écoute de son monde intérieur. Connais-toi toi-même. Vous avez besoin de vous solidifier pour quitter le regard de l'autre. Sinon, ben, le regard de l'autre vous pénètre et prend pouvoir sur vous-même. C'est ma réponse. Merci. Oui. Très bien. Bah, écoutez, je ne sais pas si on a encore le temps pour une question supplémentaire. Très bien. Oui. J'essaie de distinguer entre les partages et les questions. Nous avons beaucoup, beaucoup de D'accord. participants. On est près de 300 personnes live connectées avec En nous. direct. Oui. Voilà. Très bien. Question de Jocelyne. Jocelyne demande, est-ce que pendant l'enfance, vers l'âge de 4-5 ans, au moment du complexe narcissique, si son besoin d'être regardé n'aurait pas été répondu ou ignoré, fait que dans l'âge adulte, on est si dépendant de ce regard extérieur? Eh bien, oui, c'est sûr. D'ailleurs, je ne ai pas nommé, mais je veux dire, c'est important d'avoir un auto-narcissisme. Là, il faut faire attention, là, je ne parle pas des narcissiques pervers et tout, là. Non, non. C'est de reconnaître sa beauté, de reconnaître sa valeur, de se reconnaître. C'est un narcissisme nécessaire. Et ce narcissisme, euh, idéalement, a besoin d'être vécu dans l'enfance. Dans une famille très permissive où vous êtes accueilli, l'auto-narcissisme est permis. L'enfant va dire, regarde maman, regarde papa comme je suis beau, comme je suis belle. Et le père et la mère vont dire oui. Ils vont pas dire non, arrête de te regarder dans le miroir. Donc, c'est une étape importante que l'enfant développe un regard envers lui-même, mais non pas tomber dans le piège d'être une poupée ou d'être un baby boy, mais je veux dire, de se reconnaître. Alors, si cette étape n'a pas été vécue, c'est sûr que si quand vous étiez enfant, vous disiez papa, maman, regarde-moi, puis quand vous ne regardez pas du tout, et que même on vous jugeait, ou on vous disait t'es laide, tu sens mauvais, et tout ça, waouh! Là, l'étape de narcissisme n'a pas été vécue. Et par le fait même, ça va être difficile de, de le vivre par la suite. Vous allez constamment chercher le regard de l'autre pour vous permettre ce regard envers vous-même. Alors, c'est important de développer, même dans l'âge adulte, si vous ne l'avez plus, le regard envers vous-même, de dire, je me reconnais et je me reconnais dans une beauté qui est la mienne, qui n'est pas nécessairement la beauté classique ou quoi que ce soit. Donc, quand on saute cette étape, c'est important de la rattraper, cette étape, sinon vous devenez constamment dépendant des autres pour vous aimer. Merci. Parfait. Alors, bah oui, j'ai surtout des partages, Tant euh, mieux. beaucoup de remerciements. Donc, vraiment, les gens Merci. sont vraiment ravis de ces échanges. Euh, une dernière question de Valérie. Euh, Oui. les parents ne sont pas forcément épanouis. Ils sont débutants dans la vie. Pardon. Excusez-moi parce que il y a des questions qui rentrent en même temps.
des Oui, je commentaires sais que ça fait plutôt. Ça bouger déstabilise ou je vais essayer de la la retrouver. lecture. Alors, question de... Alors, les Très bien. parents sont pas toujours parfaits, hein, ça c'est clair. Et- Connaissez-vous des parents parfaits? mais c'est vraiment le sens de la question de Valérie. Donc, elle dit effectivement, les parents ne sont pas forcément épanouis. Ils sont débutants dans la vie, même s'ils sont, entre guillemets, majeurs. Les parents ne sont donc pas la référence. Comment peuvent-ils l'être? Bien, ça dépend tellement de qu'est-ce qui fait qu'on vous a mis au monde. Souvent, le parent choisit d'avoir un enfant parce que c'est ça les règles. Vraiment, hein, c'est un peu triste, mais ça, c'est une réalité qui existe. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se transformer, hein. Mais les parents ont des enfants parce qu'il faut avoir des enfants. Ça fut une époque. Maintenant, la conscience est différente, bien sûr. Et si je me fais un enfant, si je mets au monde un enfant, si j'amène au monde un enfant à deux, ben, c'est pas juste pour me flatter l'ego. Malheureusement, c'est pas conscient, hein, mais il y a beaucoup de parents qui font des enfants pour avoir un miroir sur eux-mêmes. Ils font des objets d'amour. Ça commence mal, hein? Si l'enfant en naissant est un objet d'amour, parce qu'on lui transmet une mission, on lui dit, ben, toi, tu vas être comme ci, toi, tu vas faire ça. Bon, moi, j'ai été l'objet d'amour de ma mère, moins de mon père qui me voulait plus, il en avait assez, il était beaucoup plus âgé. Alors, tout ça, ça biaise. Et le plus important, c'est pas d'accuser le parent, pas du tout. Le parent est ce qu'il est. C'est un homme, une femme avec des blessures, des joies, des grâces, des qualités et tout. Et ils vous ont mis au monde, ben, il y a une raison. Quelle est cette raison? Vous la savez. Vous la savez, vous avez juste à regarder votre vie. Quelle est la mission qu'on vous a donnée? D'être mieux que papa, d'être plus parfaite que maman ou de lui ressembler ou ça devient très clair dès que vous entrez dans la vie du jeune adulte. La mission, elle est là et c'est important d'en sortir. Parce que justement, la mission, si moi j'accomplis la mission de mon père et de ma mère, ben oui que je vais me valoriser. Ben, hey, je suis une bonne fille. Oh, wow, je suis contente de moi. J'ai accompli ce que mes parents voulaient. Mais la vie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Là, ça, c'est vivre pour les autres. Et bien sûr, si vous choisissez de vivre pour les autres, c'est votre droit. Je suis pas en train de dire c'est mal ou c'est bien. C'est votre droit. Mais à la longue, c'est épuisant de vivre pour les autres. Quand vous sortez de vous-même pour vivre pour les autres, vous quittez votre maison, votre corps, votre âme. Vous, à la longue, vous vous étiolez, que la vie commence à ne plus avoir de sens parce que les autres meurent et vous, vous êtes toujours vivant et vous avez vécu pour eux. Donc, imaginez qu'est-ce qui vous reste maintenant. Alors, beaucoup de parents vivent pour leurs enfants. Les enfants partent, il n'y a plus rien. Donc, c'est là où c'est vraiment urgent pour nous tous, hein, de nous aimer. Et c'est pas compliqué, là. Beaucoup de gens vont dire, mais c'est quoi la recette? Ben, la recette, c'est connais-toi toi-même. Tu sais, si quelqu'un vous dit aime, ben, vous allez dire aime, oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'aime? Vous-même? Oui, mais je peux pas m'aimer. J'aime pas telle chose de moi. Eh bien, qu'est-ce qui arriverait si vous l'aimiez, cette partie-là de vous? Qu'est-ce qui arriverait? Ben, il y aurait de l'expansion. Et même cette dimension que Jung appelle l'ombre en soi, c'est ce qui fait que l'on ne s'aime pas parce qu'on juge les dimensions ombre de nous, sauf que ces dimensions, elles sont à l'ombre de notre ego. Et plus on dit je reconnais la partie de moi qui en veut à l'autre ou qui est
non vivable, qui est difficile à supporter, qui est comme critique, mais plus je la reconnais, plus elle va se transformer. Elle va se transformer. Et ça, c'est vraiment réel. Mais si je l'éloigne de moi, cette partie, je la juge, j'arriverai pas à m'aimer. Et dans se donner la permission de s'aimer, c'est d'aller vers la connaissance de soi, de se donner cet amour consciemment et d'observer l'écologie de toutes ces parties de nous qui y en a qui vont hurler, qui vont dire « Ah, t'as pas le droit de t'aimer, nan. » Wow, tranquille, je respire et j'aime cette partie-là de moi. J'accueille que peut-être j'ai connu pendant 40 ans une relation toxique et je me donne la permission d'en sortir. Je me donne la permission. C'est ce qu'on appelle être un bon parent pour soi. Mais c'est plus qu'être un bon parent pour soi. C'est être un sujet d'amour pour soi. Merci beaucoup. Ça va être le temps de clore cette rencontre parce que comme nous sommes nombreux, puis il y en a d'autres qui vont l'écouter aussi par écoute après. Différé, oui. Je trouve pas le mot. En différé, voilà, c'est le mot. Bien là, je peux pas répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup de votre partage aussi. Et j'espère que j'ai pu, comment dire, nourrir, inspirer l'élan pour vous de vous aimer, de vous accueillir et vraiment d'être bienveillant envers vous-même, d'être votre sujet d'amour. Merci Ahmed pour ton accompagnement. Avec grand plaisir, Marie-Lise. À bientôt.